Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous et à toutes d'être présents. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études initiée par Emmanuel Fructus dans le cadre d'un projet pour lequel nous l'accompagnons, puisque cette journée d'études a vocation à participer à la construction d'une exposition qui est prévue, pas pour l'année prochaine, mais l'année d'après. C'est ça ? Manuel, voilà. Donc un nouveau champ d'études pour l'histoire de la photographie que nous sommes très heureux de soutenir, et nous remercions tous les participants et les participantes à cette journée. Nous tenons tout particulièrement à remercier la directrice des Archives nationales du monde du travail qui nous accueille, Laure Franek, ainsi que l'équipe qui est en régie, Mélanie Vuillet et Florent Grobowski. Je fais très vite pour essayer de rattraper le retard, et je passe directement la parole à Emmanuel Fructus qui va vous parler davantage de cette journée. Merci à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'Institut pour la photographie et tous les membres organisateurs qui ont permis la création de cette journée, et aux AMT de nous accueillir aujourd'hui. Alors, je vais vite commencer. Voilà, cette première image, Donc, c'est à partir de mon expérience quotidienne et prolongée de consultation d'images, aussi bien sur les marchés au vieux papier que sur diverses plateformes numériques, ainsi que par mon désir d'aborder l'histoire de la photographie de manière empirique, qu'a émergé le corpus dont je vais vous présenter ce matin quelques extraits. J'ai choisi cette première image parce qu'elle me semble assez bien symboliser tout mon propos d'aujourd'hui, à savoir une image où on voit un certain nombre de personnes présentes une foule, la présence de deux panneaux, l'un qui mentionne le numéro de prise de vue, 69, et un autre qui est une marque de fabrique des photographes qu'on va retrouver dans bien d'autres images. Cette collection s'articule autour de deux grands ensembles, les photographes professionnels qui optaient pour un point de vue fixe de prise de vue et ceux qui, s'adaptant au décor environnant, allaient à la rencontre de leur sujet. Parmi ces photographes, certains possédaient un studio sédentaire, alors que d'autres officiaient à l'intérieur d'une tente, d'une roulotte, où portaient leur matériel, une chambre photographique ou un appareil à main accompagné d'un laboratoire de développement. Ces photographes ont placé l'itinérance et la mobilité au cœur de leurs activités professionnelles. Afin d'étudier la pratique des photographes de rue en France, j'ai choisi de collecter des images issues de deux grandes périodes. La première s'étend de 1900 à 1940-50 et rassemble essentiellement des tirages sur papier photographique portant en version la mention carte postale. La seconde couvre la période allant des années 40-50 jusqu'aux années 60-70 et réunit des photographies de formats variés, en couleur ou en noir et blanc. Pourquoi avoir fait le choix de la carte photo de manière si radicale sur cette période ? Parce que ce support me permettait de délimiter clairement un champ d'étude grâce à la présence de groupes photographiés, à la récurrence de certains lieux représentés, ainsi qu'aux commentaires manuscrits ou aux crédits photographiques inscrits au verso. Autant d'éléments précieux étaient à disposition pour contextualiser au moins partiellement ces images. Je me suis vite aperçue que de nombreux professionnels utilisaient ce support au début du XXe siècle. Et mon regard s'est progressivement familiarisé avec cette iconographie, ce qui m'a permis de constituer cette collection qui comporte sans doute des erreurs d'attribution et des lacunes, mais dont l'enjeu n'est pas tant de définir les limites exactes, mission impossible, que de mettre en évidence l'évolution des pratiques photographiques et de leurs usages au fil du temps. Alors, je vais commencer. Voilà, ici on voit ce fameux papier que les amateurs et les professionnels pouvaient acquérir, et ce fameux dos carte postale qui a été décliné sous différentes formes, avec différents graphismes, à droite destiné à la correspondance, et à gauche, à droite pour l'adresse et à gauche la correspondance. Je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de tout montrer dans ces deux collections, mais à travers cet échantillonnage de collections, essayer de vous montrer à quel point il y a une récurrence des lieux photographiés. Une petite pause.
Donc, à travers ces 2 collections, j'ai essayé de faire une espèce d'inventaire de tous les endroits où sont postés en France des photographes. On commence ici, par exemple, avec une sortie d'église à Ault. Et donc, toute cette première collection, ce n'est pas... il y a au minimum 25 images par collection qui essayent de démontrer qu'en fait, il y a une récurrence des images. Ce n'est pas juste une image trouvée comme ça, c'est que les photographes sont postés soit une saison, soit plusieurs années au même endroit. Donc cette collection, elle essaye de répertorier cette question de les lieux de villégiature, de cure, tous les moyens de transport, quand on était en transit, sur le funiculaire, quand on prend le bus, la voiture à cheval, le petit train, le bateau, quand on est dans la rue, dans la nature, notamment par exemple la Fontainebleau, les monuments, un photographe va se proposer d'immortaliser, de créer un souvenir photographique. Et la deuxième collection, qui est plus liée peut-être aussi à la question d'une forme d'événement, où il va aller à l'encontre des personnes photographiées, il va changer de décor, il va s'adapter, il va plus aller à la recherche d'une potentielle clientèle. Donc ça va être l'habitat, la question des terrasses, les métiers, la vie professionnelle, les commerces, les loisirs, les promenades, les vies culturelles, voire les catastrophes, les accidents de voiture, les catastrophes climatiques, voire les questions politiques et religieuses. En fait, ces 2 collections s'entremêlent, mais à travers cette première collection, ce que j'ai essayé de faire saisir, c'est cette rigueur de travail. Voilà, c'est que ce sont des professionnels qui ont parfois des statuts plus ou moins officiels, qui vont opérer dans ces endroits. Donc ici, nous avons Ault, la place du marché. J'avais fait il y a quelques années une exposition qui s'intitulait Shooting Point. Et finalement, cette question du collectif m'importait, mais c'est souvent aussi un élément du second plan. Par exemple, là, on voit une boutique Félix Potin qui me servait de repère. Parce que parfois, ce qui est assez étonnant dans tout ce travail, c'est de se rendre compte que les photographes, eh bien, comme s'il y avait un point de vue idéal, ils vont choisir un plan, et voire même ils vont se copier les uns les autres, parce qu'on va, en voyant le dos des cartes postales, on va voir parfois que sur un même endroit, plusieurs photographes vont être postés, il va y avoir des crédits photographiques qui nous indiquent que plusieurs photographes différents sont passés par là. À Bagnères de Bigorre, cette pancarte qui nous permet non seulement d'identifier le photographe, mais aussi l'année de la prise de vue. Cette question de l'intérieur, les photographes vont surtout opérer en extérieur. La seule fois où ils vont aller en intérieur, ce sont surtout lorsqu'ils vont photographier des événements privés, genre une fête, un repas, ou bien pour aller immortaliser, enfin, dresser le dernier portrait d'un défunt. Et là, étonnamment, il y a cette série, sûrement qu'il y avait une verrière et que le photographe pouvait accéder à cette piscine. Alors, énorme production entre 1920 et 1930 autour des villes de cure, notamment à Barbazan, où ce qui est assez étonnant, et on va le voir dans d'autres images, où le personnel est aussi intégré à l'image. Et donc le photographe essaye de mobiliser le maximum de personnes afin de rentabiliser, de se donner le maximum de chances de pouvoir vendre une image au maximum de personnes. Un autre lieu à Barbazan, l'Ascension. Là, on voit aussi toujours l'usage de la pancarte avec des groupes peut-être qui se connaissent ou pas et qui sont de passage. À Berck, là, c'est assez étonnant, mais c'est vrai que dans la photographie militaire, il y a énormément de photographes qui passent dans les chambres. Là, le photographe se propose de dresser un portrait d'un convalescent qui est en promenade. Ici, à Biarritz, et c'est ça qui est étonnant quand on étudie une ville, de voir à quel point il va y avoir différents, entre guillemets, spots qui vont être investis par les photographes. Ici, typiquement, on est en bas des escaliers. Le motif de l'escalier va être énormément repris.
Quel décor formidable pour faire poser des groupes. Là, à chaque fois, à cet endroit précis, ce sont souvent des unités, enfin des groupes, des portraits isolés. Mais ce qui est assez marrant sur cette série, c'est que j'ai mis longtemps à la constituer parce que les marchands, ces photos étaient extrêmement éparpillées, et donc c'est par l'entrée escalier et non pas Biarritz que j'ai pu rassembler toute une collection d'images. À Biarritz, les photographes vont être postés tout au long de ce muret, mais j'ai essayé de choisir cet emplacement précis où on voit finalement le second plan qui compte, la plage. Là aussi, le rocher de la Loge à Biarritz, avec l'incrustation, et c'est là que ça nous fait aussi un indice comme quoi c'est un professionnel, avec une signature en bas à gauche dans la gélatine du lieu photographié, qui devient finalement une signature du photographe. Le rocher de la Vierge, là aussi une énorme production, qui nous permet ici de voir parfois la maladresse des opérateurs, qu'on va retrouver aussi du côté de Marseille, avec des tirages qui sont souvent... Parfois, les personnes peuvent être même floues. Et là, on voit bien qu'il y a des problèmes de chimie, de fixation, voire de prise de vue. À Cannes, par exemple, ici, on voit bien que ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est que, a priori, ça doit être une société de photographes qui fait préinscrire ce motif Cannes, et on va retrouver exactement le même, on va voir après, dans les stations de ski. Donc on imagine clairement que les photographes sont des saisonniers, l'été du côté de la plage et l'hiver du côté des stations de ski. Alors ce qui est marrant sur ce photographe aussi, c'est qu'ils avaient une appétence pour les animaux et qui va même proposer aux gens, là il n'y a pas de photographie, mais de photographier notamment leurs chiens dans la rue. À Chamonix, il y a une énorme production autour des années 10-20, particulièrement de cette façon. Et on va voir que juste après, on va plus avoir finalement ces images visibles, qui est l'intérieur de la mer de glace. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai élaboré cette collection par ordre alphabétique et non chronologique, ce qui fait que vous avez des sauts dans le temps. Voilà. Courchevel, comme je vous disais, comme à Cannes, on retrouve ce motif. Et là, le photographe se déplace et photographie le télésiège, le remont de pente, les gens qui se baladent aussi dans la station ou bien qui font du ski. Et en fait, dans les années 50-60, il y avait vraiment une avalanche d'images sur les stations de ski. Ensuite, à Dax, ici une terrasse photographiée, on voit bien ici que le photographe finalement demande probablement aux personnes présentes de retourner leur chaise et de bien vouloir se prêter au jeu de la prise de vue après en vue d'une éventuelle acquisition d'images. Et je vais vite ensuite, excusez-moi. Alors donc ce qui est important, c'est de retenir que finalement cette question des lieux de passage, des lieux de fréquentation, le photographe a plus de chances finalement aussi de vendre une image. Donc ça peut être aussi le télésiège à Lourdes. Quand je prends une voiture c'est une forme de bus, quand je prends aussi à Marseille énorme production au château d'If, quand je pars en excursion. Et à Marseille, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ce qui est assez étonnant, c'est ce côté de petits soucis techniques, on va dire, parce qu'on voit là, comme à Gavarnie, que tout à l'heure, je n'ai pas montré, pardon, mais à Gavarnie, il se passe exactement la même chose. On voit une espèce de photomontage assez grossier, comme qui reprend la technique du ciel rapporté de Gustave Le Gray, et qui montre, peu importe finalement que le photomontage soit mal réalisé, ce qui compte, c'est que je suis là à ce moment-là. Si je retrouve rapide, je vous montre.
à Gavarnie. Voilà, ici, on a le même phénomène de question de ciel rapporté qui peut même grignoter sur le visage des personnes photographiées. Mais finalement, peu importe, ce qui compte, c'est quand même d'être là, avec l'usage de ce tampon qu'on va retrouver parfois sur d'autres images que les professionnels vont pouvoir utiliser. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est le Cretois. Là, souvent, dans cette ville particulièrement, un photographe propose, pendant qu'on est à l'hôtel, de mobiliser les personnes et de proposer un portrait collectif. On va voir qu'il y a d'autres hôtels qui proposent, enfin, où il se passe d'autres scènes similaires près de d'autres hôtels du Cretois. Et donc, c'est la question des pensionnaires qui est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement dans cette iconographie. Le phare du Tréport, avec ce motif toujours présent de la porte jusqu'au phare lointain, mais toujours cette idée de grouper au maximum les personnes pour réaliser un portrait. Ensuite, je vais passer à Nice. Je vais aller vite. Je vais revenir à Nice. Voilà, ici, voilà. Dans le jardin Albert Ier, il va y avoir une énorme production. Ce qui est assez étonnant de voir, c'est que ce qui m'a toujours fasciné, c'est cette récurrence, parfois au millimètre, là où va poser son appareil, le photographe. Soit il avait une chambre photographique, soit il avait un appareil à main, mais il va toujours cadrer un petit peu de la même façon. Comme si finalement, moi j'ai toujours trouvé que cette photographie était finalement assez conceptuelle. C'est pour ça qu'elle m'a attirée dans ma lecture, qui est peut-être pas tout à fait historique, où je dérape un petit peu, mais quand même qui est assez fascinante dans cette obsession du lieu. Et ici, là aussi, on voit la récurrence du motif le palais de la Jetée. Et ce qui est assez intéressant, ça c'est une image que j'ai trouvée la semaine dernière de Panaïtis Strati, qui était un écrivain roumain, et il semblerait qu'il a été ambulant à un moment de son existence, et ce focus sur cet appareil qui permet de voir que le photographe, et c'est très courant, place des images sur son dispositif photographique pour montrer finalement qu'est-ce qu'il peut proposer et susciter l'envie d'être photographié. À Nice, ce qui est assez étonnant, c'est que je n'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a plusieurs sociétés de photographes et que ils se copient tous les uns les autres. Ce qui pourrait nous amener à penser que certains vont passer des uns chez les autres et qu'il va y avoir un transfert de savoir-faire. Mais c'est assez unique, cette histoire de colorisation d'images. Ici, on voit non seulement un photographe qui fait une photo de rue, un photographe ce qu'on appelle communément les marcheurs, et derrière, on voit juste le petit estanco le magasin du photographe photo du jardin. Là, toutes les excursions, même dans les années 60, finalement, le format évolue, on passe au 13-18, mais toujours cette idée du collectif, de la visite des grottes et de cette possibilité d'acquérir une photo lors de sa visite touristique d'un lieu. Là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on trouve à la Madeleine toute cette production, et que ce même photographe va aussi opérer à Versailles, ici, au Palais de Versailles. Voilà, donc on voit bien que parfois, il était au Carrousel du Louvre aussi, ce photographe. Donc finalement, sans doute que les opérateurs se répartissent aussi les lieux touristiques. Je voulais aussi parler de le jardin d'acclimatation à Paris, cette rivière enchantée, et je peux vous dire que avec cette production qui est gigantesque, on pourrait remplir une salle d'images. C'est très impressionnant. Il y a des endroits où il y a presque, si j'ose dire, une surproduction d'images.
Et puis François Gabriel posté en bas des rues de la rue Muller à Paris. On voit légèrement en haut à droite sur l'une des images, voilà la première, que François Gabriel avait juste son studio en haut des marches, enfin à mi-hauteur. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer sa petite fille, donc d'avoir un témoignage un peu plus concret de la vie de François Gabriel. Donc sa femme, que vous voyez sur la troisième image, servait entre guillemets d'appât, parce qu'il s'est posté là entre 1920 et 1950. Ce qui est très troublant, c'est que finalement, on voit que son appareil ne dévie très peu. C'est toujours le même endroit, c'est toujours le même cadrage. Et sa femme prenait les commandes. Donc, soit on allait chercher l'image le lendemain, ou bien on prépayait l'image et l'image était postée ultérieurement. Et puis, pour finir, à Strasbourg, où là aussi une énorme production pendant les années 10-20, et notamment énormément militaire, en haut de la cathédrale, et ce n'est pas du tout un photomontage. Voilà. Il me reste, je ne sais pas, 10 minutes. Alors, je voulais aussi parler des conditions de production de ces images. Sylvain Besson reviendra sûrement mieux que moi sur tous ces aspects. Mais en tout cas, sur comment, je me suis toujours posé la question, comment pouvait-on accéder à ces images quand on se faisait photographier? Donc, il y a plusieurs solutions. La première, que les photographes contemporains ont réutilisent largement, la question de l'appareil, la chambre l'appareil chambre, l'appareil laboratoire, merci. L'appareil laboratoire, donc ou l'Afghan box, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais dans lequel la chimie était intégrée. On avait cette chambre noire à l'intérieur de l'appareil. Donc, on faisait une photo. Quand on met un papier dans la chambre, on a un négatif, et c'est ce négatif ensuite qu'on va refotographier. Et qu'est-ce qu'on a au fond de la chambre? Un positif. Donc soit on refotographie, soit on faisait un développement par contact. Et donc finalement, ces traces négatives, on en trouve de temps en temps. On retrouve parfois le positif et le négatif, mais je pense que beaucoup d'images ont été soit conservées par le photographe, soit finalement jetées. J'aime beaucoup cette image parce qu'on voit comment les photographes pouvaient travailler. Si vous voyez bien au second plan, en fait, on voit que le photographe étale ces images, et que c'est toute la question de cette photographie extérieure et de cette figure de l'ambulant qu'on va voir, qui est parfois controversée et malmenée, et qui n'a pas forcément toujours une bonne image. Mais en tout cas, la photographie est exposée, ça nous permet de voir si on a été photographié et d'acquérir ou pas l'image, et puis de susciter peut-être l'envie de soi-même poser le lendemain ou le jour même. Et donc, c'est ici, on voit aux Halles de Paris, où il y a une énorme production de photographies. On voit bien au second plan ces fameuses images qui sont exposées, ou bien le tir photographique, ces images qui sont en train de sécher et qui peut-être aussi peuvent susciter l'envie de participer à cette attraction. Là, en fait, je voulais montrer, je reprends l'image du tréport, et de vous montrer aussi tous ces petits indices qui font que ce sont des images produites par des professionnels, par la présence, si vous regardez bien, des petits numéros dans la gélatine, je ne sais pas si vous voyez, 236, voilà, et qui fait que parfois, quand on a une connaissance du territoire, on reconnaît qui a fait quoi à cet endroit, parce qu'il y a une manière de marquer le négatif qui est propre à chaque photographe. Donc là, on voit qu'a priori, il y a 2 photographes différents qui opèrent. Voilà. Et puis, après, la question de soit j'achète l'image, je la prépaye et elle est expédiée, ou autrement l'idée du ticket, plutôt dans les années 50-60, avec cette photo des marcheurs dans la rue, qu'on voit juste
ici que ces images qui inondent souvent les caisses, en tout cas, et les albums de famille. En tout cas, ce ticket qui permet d'avoir une référence exacte du numéro de prise de vue et qui fait qu'on va pouvoir aller chercher son image l'après-midi ou le lendemain chez le photographe. Et puis, cette fameuse enveloppe qu'on a, cet achat qu'on a, cette image qu'on a prépayée, qu'on va recevoir ultérieurement. Et puis, il est vrai que le Polaroid va permettre aussi l'accès à une image plus rapidement et que, du coup, dans les années 60-70, il y avait une énorme production à Paris, mais pas que. Et j'en profite pour faire aussi une petite parenthèse sur la présence de ce lion, parce que j'ai connu une personne qui connaissait un photographe qui opérait dans le sud et qui, en fait, achetait un lion en début de saison, dont il se débarrassait à la fin de la saison, parce qu'il devenait, enfin, il ne pouvait pas garder le lion. Mais cette figure du lionceau qui était très mignonne, cet animal sauvage qu'on pouvait tenir entre les mains, soit dans le contexte du cirque, soit même dans la rue, voilà, ou même beaucoup dans les restaurants. Donc voilà, ça c'est des images que l'on trouve en France régulièrement. Et puis la question de cette fameuse image qui est postée manuscrite, voire même le photographe peut proposer aussi l'incrustation de décors. Et puis la grande question de la question de l'amateur et professionnel. Et je dois dire que j'ai eu un énorme plaisir à rassembler tout un corpus dans lequel soit des photographes, soit en tout cas des particuliers vont mentionner finalement le cadre de production des images et vont dire: tiens, regarde, ce sont mes derniers essais en photographie, c'est papa qui a fait la photo, c'est maman qui a fait la photo. Et ce qui est assez étonnant, ce qui me pose question, en tout cas dans ces images, là, c'est mentionné que c'est un photographe ambulant à gauche, et à droite, ceci n'est pas fait par un amateur. C'est que, en fait, ce qui est assez troublant, c'est que les images faites par des amateurs, alors c'est peut-être le hasard, cette question du recadrage, l'image qui ne tient pas en plein format dans l'image, et cette question, souvent, sont des images qui sont mal fixées, qui ont tendance à être jaunies. Voilà. Donc, voilà. Mais il y a toute une littérature qui est développée autour de, finalement, souvent, il est mentionné aussi, sois indulgent, tu vois pourquoi je t'écris que maintenant, parce que j'ai quand même dû fabriquer la carte postale, ça m'a pris du temps. Voilà, donc il y a toute une littérature passionnante autour de ces questions. Et puis, je pense que je dois bientôt terminer. C'est cette question aussi des photographes contemporains depuis une vingtaine d'années. Ce qui est assez étonnant et assez fascinant, c'est ce besoin de renouer avec cette pratique. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dès le début du XXe siècle, dans les manuels, on incite les photographes, tant professionnels qu'amateurs, à construire aussi leur chambre photographique, à même fabriquer le papier carte postale. Et là, Sébastien Bergeron notamment propose aussi, et d'autres, soit on peut acheter une caméra toute prête, il y a d'autres sites qui aussi montrent comment on fabrique sa chambre. Et donc, pour l'instant, c'est compliqué d'évaluer le nombre d'opérateurs. Je pense qu'ils fluctuent en fonction des années. Mais en tout cas, ils sont plusieurs à installer des chambres photographiques avec cet appareil laboratoire, soit sur des vélos, soit sur des Vespa, soit à l'intérieur de camionnettes, carrément qui servent de caméra obscura. Et donc, toute une communauté de photographes qui, avec ce besoin de prendre le temps de faire une photo. Et finalement, pourquoi moi je me suis intéressée à ces images? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée, c'est cette question du collectif. Au début du siècle, et ce qui sous-entend aussi cette évolution des mentalités. Au début du siècle, je me fais photographier dans un groupe, je suis à peine visible au fond de la carte et je vais faire l'acquisition de cette carte. Même si parallèlement des portraits individuels sont aussi réalisés, mais c'est la question du nous et du je aussi. Mais
c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée dans cette histoire et qui a été aussi une manière de pister dans cette immense production. Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé, je n'avais pas du tout pris l'ampleur de cette production. Et c'est finalement par ce lien du collectif que je me suis dit, tiens, ça peut pas être de la photographie de papa et maman c'est fait par un professionnel. Il y a un but commercial, et donc ça a été aussi une manière d'apprendre. Et pendant la première année où je décide de me lancer dans cette collection, qui aujourd'hui rassemble plus de 4000 documents, je suis restée postée derrière mon ordinateur pendant 1 an, plusieurs heures par jour, pour essayer de voir et de recenser tous les lieux en France où il y avait effectivement une grande production qui était réalisée. Voilà. Et j'aimerais terminer par une phrase de Roland Barthes de la Chambre claire, que toute photographie est un certificat de présence. Voilà, je vous remercie. Oui, et je profite aussi, avant d'introduire Ilsen, voilà, de dire que cette journée d'études, je l'ai pensée avec quelqu'un d'une immense bienveillance et avec lequel nous avons conçu ce programme, qui est Monsieur Bertrand Tillier, qui interviendra cet après-midi.